Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir Karine-Laure Desguin pour Dites de Quem 82, paru aux éditions du Grenier Jeanne-Tony dans la collection des chants de Gênes sous le numéro 34. Un entretien mené pour vous par le magistral Éric Allard. Merci de votre présence ici pour découvrir le chant de Jeanne de Karine-Laure Desguin qui s'intitule Dites de Quem 82. Ce sera aussi l'occasion de découvrir l'autrice pour les quelques-uns ou quelques-unes qui ne la connaissent pas encore à travers ce livret. Peut-être pour commencer, quelques éléments bibliographiques qu'elle complétera tout de suite ensuite. Donc Karine-Laure Desguin est née en 7 février à Binche, et ce n'est pas anodin, on le verra par la suite. Elle a publié depuis 2010, année de parution de son premier roman intitulé Rue Baraka, une quinzaine d'ouvrages, sans compter sa participation à des recueils collectifs ou ses textes dans des revues, et cela toujours dans des genres différents, du roman au théâtre, en passant par le conte, la nouvelle, la poésie, une poésie, comme on va le voir, très personnelle. Donc elle a été une des chevilles ouvrières du premier salon du livre de Charleroi, qui se situé dans un beau contexte qui était la bibliothèque de Marché-Nopont, qui avait appartenu à la famille de Marguerite Yourcenar. Elle œuvre depuis plusieurs années aussi au sein d'Actu TV, chaîne qui présente des écrivains et des artistes. Et au rayon des prix littéraires, elle était la lauréate en 2012 du prix Nothomb pour un fort et beau poème consacré à la Grande Guerre. Donc on est réunis cet après-midi pour son livret atypique quant au thème et à la manière, comme on vous l'a déjà dit. Et au cours de la séance, je vais lui poser plusieurs questions relatives à quelques thèmes et lignes de force qui parsèment et traversent l'ensemble de ses écrits, y compris pour la plupart dans celui qui nous rassemble ici. Peut-être à partir de cette petite biographie succincte, qu'est-ce que tu ajouterais pour te présenter, comme on dit ici, pour présenter ton chemin de vie en quelques mots? Tout d'abord, merci à tous pour votre présence. Merci à Baba et son équipe pour tout le travail pour le Grenier Jeanne-Tony, c'est pas rien. Alors, merci Éric pour tout le temps que tu as passé pour sans doute préparer tout un tas de questions. Et puis, tu m'as préfacé plusieurs de mes livres, et ça, ça demande un temps fou, et donc ça valait bien un remerciement public. Donc voilà. Alors, tu as déjà dit pas mal de choses, la biographie, une quinzaine d'ouvrages, et en fait, tu m'en apprends parce que je ne les avais même jamais comptés. Donc voilà. Et alors, pour ce qui est du parcours personnel, là, c'est toujours un peu compliqué de parler de soi. J'aime pas tellement parler de moi et de me mettre en évidence. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? L'écriture, en fait, c'est depuis que je suis petite. Donc voilà, j'ai eu un rapport aux mots assez rapidement. Parce que, par exemple, pour l'anecdote, à 4 ans et demi, je déchirais tous les livres que je voyais parce que je ne savais pas lire. Donc ma grand-mère en a eu un peu ras-le-bol. Et elle a demandé si je pouvais. Elle a demandé à mon institutrice si elle pouvait m'apprendre un peu les lettres et les mots. Et voilà, donc comme ça, c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire et à écrire. Et comme ça, tout le monde a eu la paix. Donc voilà. Et puis pour ce qui est du parcours littéraire, après, j'ai écrit tout de suite de la poésie, en fait. Donc j'ai écrit, comme l'a souligné Éric, j'ai écrit des romans, des contes, du théâtre, mais je ne sais pas me passer de poésie. Je ne sais pas me passer d'en lire et je ne sais pas me passer non plus d'en écrire. Donc voilà. Vu ma vie professionnelle assez active, c'est vrai qu'il y a eu des moments de creux pour la vie littéraire, mais voilà, ça a repris depuis une petite quinzaine d'années et j'en suis très heureuse.
Comme on l'a déjà dit, comme on ne l'a pas encore dit, ce livret raconte en 23 poèmes une toute petite vie. Ça, c'est ce qu'écrit Karine Lord dans son recueil, une vie de rien. C'est celle d'un cousin décédé peu avant qu'elle se mette à écrire ce livret. Alors, la première question, avant qu'elle nous lise peut-être un extrait, quelle a été la genèse de cet ouvrage et a-t-il été simple de rassembler une vie en 23 poèmes? Je lisais dernièrement par François Bégodeau, qui a écrit un livre assez court qui s'appelle L'amour, je pense, qu'il rappelait qu'un cœur simple de Flaubert raconte une vie obscure en seulement 40 pages. Comment as-tu fait pour rassembler une vie en 23 poèmes? Mais en fait, c'est arrivé à un moment de ma vie un peu particulier, parce que je venais de perdre mes 2 parents en même temps, fin 2019, tous les 2 à un mois d'intervalle, et ils s'occupaient, je veux dire entre guillemets, de ce cousin qui a toujours été un peu particulier, difficile, mais voilà, ils ne l'ont jamais lâché. Et donc, quand mes parents sont décédés, je me suis aperçue que voilà, le cousin-là, il était en difficulté. Et donc, mon frère et moi, on a décidé de ne pas le laisser tomber non plus. Donc, voilà. Et ça a été particulièrement difficile parce que là, nous étions début 2020 et c'était le début de la pandémie. Donc, avec tous ces confinements successifs. Et voilà, il fallait bien le prendre en charge et on l'a pris en charge, mon frère pour je vais dire, la partie administrative et moi pour tout le reste. Donc voilà. Et ce n'était pas facile. Et à un certain moment, vu que le confinement par rapport à mon travail, ce n'était pas évident non plus, la succession des parents, enfin bref, le confinement. Et donc j'en ai eu un peu marre, je vais dire. Et voilà, je sentais ma vie littéraire un peu amputée par tous ces problèmes-là. Et j'ai commencé à écrire un texte par rapport à ce cousin. Et je me suis rendu compte que jusqu'à mes 7 ans, il avait été élevé avec moi. Et donc, le voir comme ça, c'était une partie de mon enfance aussi qui revenait à moi. Et je savais que s'il partait, voilà, c'était une partie de mon enfance qui partait, c'était des pages qui se tournaient. Et donc, j'ai tout de suite, en fait, écrit des textes. Il était toujours en vie. J'allais le voir 2 fois par mois. Et là, on est en juillet 2020, et j'ai vu qu'il se dégradait. Et donc là, j'ai compris que, voilà, vu sa dégradation de semaine en semaine, j'ai évalué qu'à la fin de l'année, il ne serait plus là. Et donc, j'ai commencé à écrire, à assembler les souvenirs. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire un extrait ou 2 pour nous donner le ton du recueil? Ouais. Donc, je vais lire le 20e. Tu restes un éclat de mon enfance, des jeux interdits bien trop salaces pour une toute petite fille, au milieu de ces gamins sauvages, entiers, pas vraiment méchants, des feux, des cris, de la liberté à ça oui. Tu me tapes dans une caisse vide, et l'un après l'autre, vous me traînez à travers toute la maison, du 5 rue de Mézières. Tu conclus par un nom de lieu, ça tombe bien, parce que la première remarque que j'ai envie de faire, c'est que ton premier ouvrage s'intitulait Rue Baraka, et celui-ci Digue de Quem 82. Et ils ont des titres porteurs de noms de rues, donc réels ou imaginaires. Par ailleurs, plusieurs de tes romans, si on regardait la liste des titres, portent des noms de lieux, comprennent donc des toponymes. D'où vient, de quel lieu intime, je dirais, cet ancrage jusque dans les titres de tes ouvrages? Et si tu devais ne citer que 2 ou 3 lieux, les plus précieux pour toi, suivant l'épithète employée dans le projet Lieu de Georges Perec, quels seraient-ils? En fait, oui, tu me fais remarquer qu'il y a souvent des noms de lieux, des toponymes, et c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque. Et pourquoi? En fait, je suis quand même un peu nomade dans la tête. J'ai difficile de m'ancrer quelque part, et sans doute que en écrivant,
je suis toujours en recherche d'une identité, mais j'aime bien d'ancrer réellement les lieux et de lire les adresses, en fait. Je vois ça comme ça. Oui. Pour les noms de personnes et de lieux, notamment, on parle de noms propres, dans le sens où ils sont uniques. Ah, je t'interromps, tu m'avais demandé... oui, peut-être des lieux précieux. Des lieux précieux, oui. Oui. Mais que tu as, peut-être, oui. Parce que tu aurais déjà parlé. Non, j'ai jamais parlé, justement. Okay. C'était juste voilà, pour c'est ici. inédit, Donc, en fait, des lieux précieux, eh bien, si j'y songe comme ça, spontanément, je citerai une ville où j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup de lieux là-bas assez précieux, en fait. Et voilà, la ville, c'est Coq-sur-Mer. Donc, voilà, oui. Tu joues aussi sur les noms propres que pour ma part, je dirais, tu défigures. Mais une question concernant les mots, qui sont forcément importants pour toi. Les mots sont-ils propres ou sales? Les mots sont-ils toujours les vainqueurs, comme le dit Salman Rushdie dans son nouveau livre, pour citer un autre grand écrivain? Les mots sont-ils propres ou sales? Les mots sont-ils toujours, au bout du compte, les vainqueurs? Et quelle est ta relation aux mots? Je sais que tu joues beaucoup avec les mots. J'ai l'impression que par exemple, dans ce recueil, tu parles de la haine, qui est une rivière des environs de Mons, qui s'appelle La Trouille. Ça a double sens, on va dire. Donc tu joues beaucoup sur les mots, notamment dans d'autres poèmes aussi. En fait, depuis toujours, j'ai toujours joué avec les mots. J'aime bien les jeux de mots. J'ai beaucoup de poésie où il y a des jeux de mots facilement. Maintenant, des sens, des contresens, les contreprétries, je n'en ai pas encore écrit, non. Alors, tu me demandes, est-ce qu'il y a des mots sales? Je ne trouve pas déjà le mot sale, il est propre. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des mots sales? Il y a sans doute des mots plus disgracieux les uns que les autres, mais souvent je les utilise un peu pour jouer la provoque. Il y a beaucoup d'argot, notamment, il y a quelques mots d'argot, notamment dans ce recueil-ci. Tu utilises aussi dans tes romans, dans tes écrits divers, des mots, on va dire, d'argot, ou des mots populaires. Comme J'en ai revu quelques-uns dans le recueil, mais je ne les ai pas notés. Mais ça, mais même parfois dans les titres, dans les titres des livres, quand j'ai publié Putain de pays noir. Voilà, donc... Il y avait aussi le recueil qui comprenait le premier chapitre d'un roman apparaît. Puscule pour Éric. Mais là, j'avais mis un titre assez soft. Et l'éditeur Éric Lamirois m'a demandé de mettre un titre qui claquait plus. Donc, voilà, j'ai titré ceux-là de boue et de merde. Donc, voilà. C'était un peu pour annoncer la question suivante, celle-ci. Dans le même ordre d'idée où tu défigures le sens propre des mots, tu t'attaches souvent, et dans ce livret aussi, à évoquer l'organique, les humeurs, le sale et le sordide des vies ou personnes que tu racontes, ce qui n'a pas trop vocation à être dit, raconté, rapporté dans la poésie ordinaire. D'où cela te vient-il? En fait... j'ai toujours eu un rapport... je trouve qu'on n'est rien sur Terre, on n'est qu'une petite étincelle. Et de par mon métier, il faut quand même traquer la poésie, comme tu l'as expliqué dans la préface. On ne l'a pas dit quel était ton métier, si on peut le signaler ici. Écoute, si on peut le dire, je suis postgraduée en gérontologie sociale, donc je me suis toujours intéressée aux personnes âgées. Et je travaille, mon travail c'est veilleuse, et je tiens bien à ce terme veilleuse, en maison de repos et de soins, de nuit, veilleuse. Donc voilà. Donc il faut traquer la poésie, il faut chercher la poésie. Je ne sais pas vivre sans poésie, donc je la trouve là où je suis. Donc un travail qui lui donne de la matière pour de
des œuvres de fiction, de la poésie, et sans doute à venir aussi, peut-être qu'on en reparlera. Oui, ou on peut en parler maintenant. Voilà, oui, ça, oui. voilà. Ben, en fait... Tu as plusieurs projets dans ce donc, sens-là. ben, j'ai toujours trouvé que la personne âgée était, dans nos sociétés, dévalorisée, et une fois qu'elle est enfermée dans les MRS, là, c'est quand même un peu pénible. Et donc, déjà avant le confinement, j'avais écrit pour les éditions Jacques Flamand une très longue nouvelle. C'était « Et les vieux dans tout ça ». Et j'avais pris un peu l'angle de l'absurde, parce que j'aime bien aussi l'absurde. Et donc voilà, et puis il y a eu le confinement. Et là, pendant le confinement, bon voilà, je ne vais pas vous appesantir avec ça, mais pour les personnes âgées, ça a été l'horreur, quoi. Donc, pour citer un exemple, les médecins donnaient les prescriptions médicales par la fenêtre. C'était les soignants qui devaient faire un pré-diagnostic. Donc tout ça, ça a été très moche. Et franchement, je n'en suis pas vraiment sortie intacte parce que j'étais seule la nuit. Et ben voilà, quoi, les gens étaient coupés de leur famille. C'était très triste, en fait. Tu voilà. étais même intervenu, on ne va pas dire peut-être dans exactement comment, mais tu étais intervenu pour dénoncer cet état de fait. Oui, j'étais intervenue pour dénoncer cet état de fait parce que j'en avais tellement marre de voir ces gens qui étaient des victimes, en fait. Et donc, oui, j'avais parlé à la radio, à la télévision, oui, à la TV locale. Oui, oui. Tu te souviens de tout, hein? C'était marquant, ça. Ben, c'était marquant. Oui, ben, voilà. On peut le signaler aujourd'hui? On peut le signaler aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Parce qu'à l'époque, c'était anonyme. Oui, voilà. C'était anonyme, donc voilà. Bon. Enfin, vous pouvez te reconnaître. On pouvait me reconnaître, oui. Oui, bien sûr, madame. C'est votre intérêt pour les personnes âgées qui vous a fait inscrire au grenier Non, il y a longtemps je connais le grenier Gentoni. Non. Allez, on va enchaîner avec une autre question. Toujours, je... Oh, pardon. Quelque chose dans la télévision, est-ce qu'il y a eu un changement? Non, parce que c'était vraiment... c'était en avril 2020, et là, c'était le gros bazar. Donc, voilà, oui. Enfin, le début, c'était mars. Voilà, on n'avait pas tellement de matériel. Moi, toute seule la nuit... voilà, quoi. Donc, voilà. Il fallait que je le dise. Je l'ai dit. Toujours, je dirais, dans le même registre d'idées, le chaos t'intéresse. Donc, Karine Lorff a écrit il y a quelques années un recueil de poésie qui s'intitulait « À chaos, chaos et demi ». Foutre le bazar, comme tu l'indiques, je pense, de la bouche de ton cousin dans le livret, oui, ou le boxon dans les mots, mettre le langage ou les formes traditionnelles sans dessus-dessous est une des constantes de ton écriture poétique. Tu as d'ailleurs publié, oui, ça je l'ai déjà dit, et par quel moyen littéraire, si on a touché un mot tout à l'heure, par quel moyen littéraire emploies-tu pour ce faire, donc pour mettre le chaos dans les formes établies? En fait... au niveau de la poésie, le groupe des surréalistes, ça a été vraiment très important pour moi. C'est plus ou moins comme ça que vers 14-15 ans, j'ai découvert cet aspect-là de la poésie. Et donc, c'était quand même un groupe dont le pape, c'était André Breton. C'est quand même un groupe qui a foutu le bazar, qui a décortiqué la poésie. Ce sont des groupes qui ont fait parler d'eux, soit en France, soit en Belgique. Et franchement, quand je retourne dans la poésie, je retourne souvent vers André Breton et d'autres de sa clique, mais ceux-là ne m'abandonnent pas, en fait. Et aussi Tristan Tzara. Donc, voilà, c'est un peu moi-même, en fait. Le chaos, oui, pourquoi pas, en fait.
Enfin, on y revient. Et mettre le chaos dans les mots, c'est une façon aussi de jouer avec les mots. C'est aussi pour trouver finalement ta voix, pour trouver des formes plus singulières qui te correspondent mieux. Mais je ne sais pas si je cherche. Oui, sans doute que la poésie, quelque part, c'est une quête aussi. Donc voilà, je suis toujours en recherche. Je suis toujours en recherche, oui. Et j'aime bien considérer l'écriture comme un petit laboratoire. Par exemple, donc je suis membre du cercle littéraire Clair de Lutte, cercle de Mons, et donc il publie une revue trimestrielle, Aura, une revue papier. Il y a toujours un thème, mais on peut aborder le thème avec n'importe quel genre, que ce soit poésie, théâtre, nouvelle policière, fantastique, enfin tout. Donc j'aime beaucoup, je ne veux pas lâcher ça parce que je respecte le thème, mais j'aborde toujours un genre différent. Et ça me plaît beaucoup de découvrir, enfin de me découvrir quoi en fait. Je découvre ce que je peux faire. Sinon, je ne le saurais pas. La question suivante, peut-être un peu longue, va rebondir là-dessus, je pense. C'est dans le chaos d'avant les mots, celui des sentiments et sensations, du dérèglement des sens cher à Rimbaud, qu'on se ressource, qu'on retrouve de l'élan, sa voix VOIE et sa voix VOIX, qu'on est appelé à dire je, qu'on force, qu'on objective le hasard, aurait pu dire André Breton, justement, qu'on se met... Ah oui. Pas moins vite, parce que j'essaye d'enregistrer, oui. Oui, bon, c'est pas encore la question, en fait. Donc, c'est par là qu'on se met à parler à la première personne, à s'exprimer en son nom propre. Mais donc, tes poèmes racontent aussi beaucoup le monde. Ils sont, comme tu l'as dit, plus le fait d'observation, d'expérimentation. Tu dis peu je dans tes poèmes. Oui. Et il s'agit peu d'introspection ni de lamentation. Ils ouvrent sur le monde, ils questionnent la temporalité aussi, comme dans un autre de tes recueils qui était paru au Coudrier, qui s'appelle « Des lames et des lumières » à partir des lames du tarot. Peut-être la question proprement dite, s'il en faut une. Est-ce que pour toi, pour renverser l'allocution de Rimbaud, les autres c'est je, et non pas je c'est les autres? En fait, je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop me mettre en évidence, et c'est vrai que voilà, les autres ont toute mon importance, ont toute l'importance pour moi. On est quelque part tous reliés les uns aux autres, je pense, et moi, parler de moi, tout le monde s'en fout, j'ai envie de dire. Voilà, donc oui, je dis très peu je, et... avec ce recueil-ci, je parle un peu de moi, mais sinon, je parle très peu de moi dans les romans. Oui, en fait, je ne parle jamais de moi. Ici, on connaît un peu, mais sinon, on ne sait rien. Voilà, on va peut-être penser que tout ce que tu écris est un peu grave, sérieux, mais bon, il faut dire que la fantaisie verbale notamment, ou à titre personnel, ne t'est pas étrangère. Tu aimes aussi rire, comme ton cousin d'ailleurs, il en est beaucoup question dans le livret, et né comme moi dans une période et une ville carnavalesque, tu sais le prix des masques et de la façade sociale, du futile comme de l'éphémère de nos existences, tu viens de le rappeler. Donc où s'ancre ta fantaisie, ton rire, tes échappées hors du sérieux? Et pour encore citer Rimbaud, à propos de Rimbaud, tu as aussi écrit quelques poèmes le concernant, dont un titre, Le Cabaret Vert, a été repris en chanson par Ernest Ambersin. Donc, on n'est pas sérieux à 17 ans, écrit aussi Rimbaud, le devient-on un jour? Quelle est la place de la fantaisie dans tes écrits, dans ta vie? En fait, ce que je fais, je le fais sérieusement, mais je ne saurais pas vivre sans fantaisie. On ne peut pas vivre sans rire, sans prendre quand même la vie du bon côté, parce que sinon, où va-t-on? On n'est déjà qu'une petite étincelle dans l'univers, mais si on ne rit pas... le soir, si je commence à distribuer mes petits bonbons rouges, bleus en tirant la tête, je ne sais pas si ça passera. Hein. Donc, c'est quand même toujours mieux de sourire, quoi. Enfin. Tout à fait. Là, on en a déjà un peu parlé, mais quand et où
Et dans quelles circonstances s'inscrivent tes moments poétiques? As-tu besoin de te sentir dans un état particulier pour écrire de la poésie? Quels sont tes poètes préférés, ton recueil de poésie préféré, etc. Quel est ton rapport à la poésie? Voilà. Si tu En as fait, déjà répondu. pour la comme je suis un peu nomade, je circule beaucoup. Et donc, avec moi, j'ai toujours un cahier, un bic. Voilà. Et quand je décide d'écrire une poésie, je l'écris. Mais par exemple, quand c'est un recueil, là, il y a du suivi. Donc, je pense tout le temps à mes textes et je les écris facilement quand je vais marcher dans une ville, que je m'arrête dans un café, que je bois un verre, j'écris mes textes comme ça. Pour ce qui est de la poésie, les nouvelles aussi en fait. Voilà, et c'était quoi Oui, je pense à ça aussi. Comme tu es très occupé une semaine sur deux, oui. Est-ce que tu penses à ce que tu vas écrire avant de l'écrire? Exactement. C'est dans ma semaine de travail, comme ça vous saurez et tout, j'essaye de penser à la semaine qui suit, où j'aurai plus de liberté pour ma vie littéraire. Et donc là, je prépare mentalement ce que je vais écrire et tout ce qui va se passer pour ma vie littéraire, oui. Avant que tu nous lises un dernier extrait. Les poètes préférés que tu avais demandé. Oui, si tu en as déjà cité tout à l'heure. J'en ai déjà cité tout à l'heure, mais bon, voilà. En fait, on ne peut pas tous les citer parce que j'ai énormément de recueils de poésie chez moi. Alors, il y a toujours... Quel est celui que tu relis le plus? Celui que je relis le plus, je vais dire L'homme approximatif de Tzara, qui ne me quitte pas. Il est dans une petite caisse tout près de moi, mais sinon je lis beaucoup, et pas nécessairement tout le recueil entier. Oui, bien sûr. Donc sinon, j'aime bien Antoine Hémas, Annie Scholz, beaucoup de poètes qu'on connaît aussi, Anne-Marie de Reyss, Anne-Marielle Willouette. Voilà, parce que c'est des noms qui me viennent. Et par exemple, je suis en train de lire, je l'avais déjà commencé, et puis j'y reviens, un recueil de poésie de Claude Donnet. Pourquoi les poètes n'ont jamais de ticket pour le paradis? Et oui, voilà, de quoi il s'agit. C'est ça, hein, oui, c'est ça. Le titre est long, mais je crois que c'est ça. Comment? Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Oui. Donc, c'est un recueil de poésie qui me plaît beaucoup pour le moment. C'est assez dense, il y a beaucoup de textes, de longs textes. Et alors, pour parler de la poésie, il a dans ce recueil-là une belle définition de la poésie. Bon, là, je ne sais pas si je vais pouvoir la redire, mais il dit « La foi ne soulève pas les montagnes, mon frère, mais elle les gravit jusqu'à s'enivrer, et jusqu'à la dernière... après, je ne sais plus, mais enfin, voilà. Donc, c'est sa définition de la poésie, c'est gravir les montagnes. Je trouvais ça très beau, en fait. Jusqu'à la dernière farandole, une affaire comme ça. Voilà, je trouvais ça très beau, et voilà. Avant qu'on termine peut-être avec une lecture d'un ou deux extraits, donc est-ce que, comme je vais quand même poser quelques grosses questions entre guillemets, quelle est la petite question que tu aurais aimé que je te pose, ou non? La petite question. Voilà, c'est une question. Une petite question que peut-être quel livre j'aurais voulu écrire. Ah oui. Quels sont tes projets, par exemple? Voilà. Mes projets immédiats. Mes projets immédiats. Donc, en fait, j'ai un recueil de poésie qui était écrit. Je ne sais pas vraiment encore ce que je vais en faire, parce que je ne sais pas. Il faut que je le relise. Je le corrigerai. J'ai aussi d'autres histoires dans mes tiroirs. Donc, il y a du boulot. Alors, le livre que j'aurais aimé écrire, ce n'est pas nécessairement un livre de poésie. Non, pas nécessairement. J'aurais aimé écrire L'étranger d'Albert Camus. C'est un classique, tout le monde connaît, mais j'aime le relire de temps en temps, en fait. Voilà. Tu nous lis un ou deux derniers extraits pour clore la séance?
Oui. C'est un fou celui-là, c'est un fou. Aujourd'hui, je le dis. Ton vieux avait en lui quelque chose d'Antonin Artaud, dont on reparle ces jours-ci justement, grâce au livre de Justine Lévy, que tu ne connais pas plus que mon chant. Est-ce là que l'amour de la poésie a commencé à vivre en moi? Point d'interrogation. Le 11, tu te tais pour toujours. Tes femmes en blanc, aux petits soins pour toi, boule. Et le 23, c'est le trou. Nous regardons tous glisser ces 4 planches bon marché. Toi dedans, boule. Et ta toute petite vie, si petite, une vie de rien, de rire seulement, et de bière fraîche, et de potes, et de meufs. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci. Et pour vous remercier de votre participation à ce masque et la plume, Karine-Laure Desguin, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.